Bonjour à tous, donc derrière ce titre très verbeux, donc vous l'avez proposé avec Carlos un retour d'expérience sur comment on traverse un projet data, sur un projet qui au début ne partait pas sur un mode agile. On a proposé des solutions pour acculturer progressivement à l'agilité et aussi en parallèle acculturer le client à la data. On va d'abord se présenter. Yes, exactement. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Carlos Amado et donc, je suis Global Stream Leader au sein de Geodis. Donc, j'ai rejoint Geodis début 2021. Mes spécialités en gros c'est la gestion de projets en termes de transformation digitale et pratique de l'agilité depuis 10 ans. Avec pas mal d'expérience, que ce soit au sein des banques ou des entreprises de solutions de mobilité. Et pour moi, on va dire l'agilité, c'est une sorte de prérequis à la performance. Dans un contexte qui est mouvant, aller vite, en maîtrisant, un peu à l'image de ce que vous disiez aussi tout à l'heure, en maîtrisant les différents sujets pour bien comprendre et bien cerner les besoins, c'est un peu une pierre angulaire et c'est aussi également voilà, un garant de cette réussite pour les entreprises. De mon côté, du coup, Sophie Carpentier, j'appartiens à l'entité Soprasteria Next à Nantes, Bordeaux. Mes spécialités sont la data et l'agilité depuis 5 ans. J'ai pu faire différents projets, notamment au niveau du centre de compétences data de Nantes, au centre du vertical transport, sur des projets mettant en place à la fois de l'agilité et de la data pour différents clients. Et des différentes expériences que j'ai pu avoir, j'ai vraiment la conviction que la data et l'agilité peuvent se nourrir mutuellement, de part et d'autre, puisque la data se veut flexible et doit amener, on va dire, la mise en place de processus, comme le veut l'agilité. Et au travers des différentes expériences, voilà, on a pu mettre en place différentes méthodologies nourrissant les deux sujets. Donc on va vous présenter un petit peu le groupe Geodis. Voilà. On ne va pas rentrer forcément dans tout le détail, mais pour vous donner un petit peu une ligne aussi de ce qu'est Geodis ou comment est né Geodis. Donc en fait tout est né, on va dire, cette société Geodis telle qu'on la connaît maintenant. Eh bien, son histoire en fait, avant d'arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, a commencé en 1904 avec justement la création des transports rapides Calverson au Havre. Et puis vous voyez donc tout un tas de changements majeurs qui ont amené à ce qu'est aujourd'hui Geodis, avec un changement du nom de la société en transport routier Calverson. En 61, notre date marquante avec la prise de contrôle par SCETA de la Société des Transports. Et puis en 95 et 96, donc on a énormément aussi de sujets donc, qui ont un petit peu fait en sorte que Geodis grandisse, avec en 95 le groupe Geodis qui a été créé pour le coup à partir de la fusion de la compagnie Générale Calverson de SCETA Transport International, et puis une privatisation qui a eu lieu en 96. Donc ça c'est vraiment pour amener le fondement de Geodis. Et puis il y a eu aussi, on va dire, une expansion un peu plus large, notamment dans les années 2000, où il y a eu l'acquisition de la division Freight Forwarding de TNT, donc qui permet justement à Geodis d'étendre, on va dire, sa présence au niveau mondial. Et puis on a des augmentations de capital, le fait d'intégrer aussi la branche transport et logistique de la SNCF. Et puis en 2015, qui est quand même aussi un fait majeur pour Geodis, une date clé, avec le fait d'acquérir OHL. Et donc on a enrichi en fait l'offre freight forwarding aux États-Unis, et donc il y a vraiment une présence plus large, et donc on devient entre guillemets un poids lourd. On est un poids lourd, on va dire, au sein du monde, en tout cas sur cette partie logistique, complétée par tout un tas de différents business qu'on va vous présenter aussi par la suite. Et puis en 2016, donc il y a le fait que Geodis aussi ait été répertorié comme par Gartner comme leader dans son rapport Magic Quadrant sur les acteurs third party logistiques dans le monde. Donc c'est quand même une reconnaissance importante aussi pour Geodis au sein de sa présence et puis de ses différents sujets. On a 5 métiers complémentaires aujourd'hui qui composent vraiment, on va dire, la structure line of business. Donc on appelle ça, voilà, ces marchés, on va dire, qu'on peut proposer. On a la partie freight forwarding avec des solutions de transport multimodal, maritime, aérien, routier, ferroviaire. On a aussi le Distribution Express, sur lequel aussi Geodis est très fier puisqu'on est présent dans toute l'Europe. On est numéro 1 en France et 4e opérateur de solutions de distribution et d'express en Europe. Donc c'est quand même aussi, il y a quand même une présence qui est très importante. On garantit, voilà, à l'image de ce qu'on peut comprendre, mais on garantit des livraisons, voilà, entre 24 et 48 heures sur tout le continent, avec certains indicateurs, vous voyez, 6 000 tournées par jour en 2021, 35 pays européens desservis en 2020,
100 millions de colis par an sur les chiffres de 2021. Donc voilà, on répond aussi à une demande des différents utilisateurs qui permet aussi nous de pouvoir aussi grandir en termes de business. On a aussi la partie logistique contractuelle qui permet justement aussi de nous positionner en tant que principal acteur du marché de la logistique avec des plateformes un peu partout dans le monde, plus de 300 et plus de 7 300 000 m² de surface d'entreposage en 2021. On a aussi une activité complémentaire, la supply chain optimization. On n'est pas juste, on va dire, sur ces aspects-là, mais on propose aussi tout simplement d'étoffer, on va dire, différents modèles de gestion des chaînes logistiques. Donc on propose aussi certaines solutions sur cet aspect-là. Et puis on a la partie road transport. Vous connaissez les camions, vous en avez peut-être croisé, floqués Geodis. Donc voilà, avec 3960 camions en flotte propre pour le coup, donc qui sont vraiment au sein de Geodis. Et puis on a 112 sites en Europe, dont 62 plateformes de cross-dock en 2021. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les 5 métiers. Et pour vous donner un petit peu du factuel et peut-être du visuel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de business, mais c'est bien aussi d'avoir une représentation synthétique de ce que vous pouvez retrouver un peu dans le monde. On est présent dans plus de 60 pays à travers le monde. Là, c'est vraiment des positionnements propres, donc les entreposages, les stockages et ainsi de suite. On a plus de 969 sites, donc on parle de warehouse, agency, office, tout ce qui peuvent compléter, on va dire, les différents business ou qui nous permettent de faire ce business. Plus de 46 000 employés dans le monde, 168 pays desservis, donc c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir aussi proposer des services de livraison. On a plus de 165 000 clients et en 2021, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de quasiment 11 milliards. Voilà, et vous visualisez un petit peu la présence, on va dire, de Geodis en termes de livraison et de positionnement géographique. Et cette complexité, vous verrez par la suite dans notre présentation, va vraiment avoir un impact sur le premier projet qu'on a mis en place avec Geodis et sur la complexité des échanges et le besoin de fédérer les différentes équipes. Je vais faire rapidement un petit focus sur le centre de compétences data de Nantes. Puisque c'est via du coup le centre de compétences data que nous avons aidé Geodis à mettre en place leur premier projet. Donc ce centre de compétences a été créé en 2016, officiellement il y avait eu des prémices en 2015 et on a commencé avec différents clients, que ce soit côté SNCF avec différents projets et au fur et à mesure de nos projets, nos expertises, le centre de compétences a grossi. Puisqu'aujourd'hui on est au service de nos clients différents éléments. On a à la fois la partie intégration avec toutes les équipes de développement qui vont venir aider, implémenter, mettre en place les architectures data, mais aussi la partie conseil, puisqu'on travaille conjointement intégration conseil sur toute la partie cadrage, product owner, etc. Au niveau de nos compétences, donc d'abord c'est avant tout la data avec la partie collecte des données. Donc avant de démarrer tout projet en data, on s'assure qu'on a une base solide de données à disposition avec notamment la collecte des données brutes qui côté Geodis a été une des premières actions qu'on a mis en œuvre avec eux pour avoir une diversité de données sur ensuite par la suite on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir créer nos indicateurs et pour pouvoir avancer. On a en deuxième partie l'exploration de données, donc on va faire du prototypage, de l'exploration, on va commencer à éprouver notre donnée qui est brute, donc on ne connaît pas forcément, on a parfois des premières idées de ce que doit être une règle de gestion, mais on a besoin de tester, et c'est l'exploration de la donnée via différents outils, je pense notamment à Databricks, qui vont permettre cette possibilité. La partie US Factory, où là on a commencé à creuser, on va vouloir rédiger, expliquer le besoin pour pouvoir ensuite permettre les développements via ce qu'on appelle l'industrialisation. D'un point de vue agilité, donc au sein du centre de compétences, on fait de l'agilité depuis nos débuts. On met en place de différentes façons en fonction du besoin, du budget et des possibilités que l'on a face au projet. On peut avoir des petites équipes, que ce soit de 2-3 personnes, jusqu'à des plus gros dispositifs. On met à disposition aussi de nos clients des boîtes à outils, avec les outils qu'on a éprouvés, testés au fur et à mesure de nos expériences, avec l'objectif de travailler en partenariat, notamment avec Geodis. Et là, c'est juste pour vous donner une overview, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pour vous dire, voilà, sur une démarche data, on a l'ensemble de ces couches qui s'enchaînent. On va déjà vouloir aller capturer, ingérer notre donnée, avec des données qui peuvent être multiples, provenant de parties internes à l'entreprise ou de parties plutôt externes. On va avoir différentes fonctions pour pouvoir ingérer,
pour pouvoir créer un socle sur le data lake. On va ensuite vouloir venir traiter cette donnée, l'expliquer, quelle est l'intelligence qu'on va vouloir faire au niveau de cette donnée, avec les traitements associés. On va ensuite l'exposer et l'utiliser, notamment à partir de usages comme la data viz, les API, etc. Là-dessus, et avant de rentrer dans le vif du sujet, donc l'histoire Geodis Soprasteria a commencé, on aime le dire, au pied du sapin de Noël. Voilà, c'est notre petite anecdote, un 24 décembre, où Geodis du coup nous a choisi pour travailler sur le début de la mise en place de la plateforme data, au travers du projet qu'on verra ensuite qui s'appelle MAB. Donc dès décembre 2020, voilà, les prémices de ce partenariat. On a ensuite initialisé la plateforme avec toute la première phase dont vous parlez sur la partie collecte et ingestion de la donnée. Et s'en est suivi ensuite la mise en place des premiers KPI. Alors, on a aussi, voilà, c'est un point important qu'on voulait aborder, c'est que aujourd'hui la data, je pense qu'elle est cruciale pour tout le monde. Hein, c'est ce qui permet aussi de nous positionner, de savoir ce qui marche pas, de se restructurer, de pouvoir aussi, entre guillemets, flairer là où on va pouvoir aussi positionner son business dans un environnement concurrentiel. Je pense que c'est ce que tout le monde, on va dire, a en tête. Et c'est un enjeu, on va dire, crucial, en tout cas pour nous, et encore plus aussi dans le secteur de la logistique, hein, sans dénaturer aussi les autres activités, mais c'est vrai qu'on fait face aussi à des besoins croissants en termes de livraison, en termes d'acheminement. On a des clients de plus en plus nombreux qui veulent exporter, qui veulent aussi se positionner en dehors, peut-être de leur pays ou de leur zone. Donc pour ça, il faut les aider à faire ça. Et justement, on est dans un aspect, on va dire, qui se représente, on va dire, avec les différents points là qu'on aborde ici. C'est qu'on est sur un marché fragmenté et en croissance, hein, comme on disait. Donc il y a énormément de parts de marché aussi à conquérir et qui restent à conquérir. Il y a des solutions encore aussi à visualiser. Il y a une consolidation, une accélération du marché. Et puis enfin, il y a un environnement qui est changeant et disruptif. On le voit aujourd'hui, il y a de nouvelles choses qu'on peut mettre en place. Il y a la sustainability aussi qui peut aussi nous impacter. Donc il y a tout cet aspect aussi où à l'époque on visualisait potentiellement les aspects de livraison ou de la logistique. Il faut peut-être aussi visualiser qu'il y a plein de choses qui vont potentiellement impacter nos activités. Et ça, il faut pouvoir les anticiper. Et ça s'anticipe aussi par justement cette visualisation, ces données, la consommation des gens, comment on peut se positionner. Donc ça, c'est un facteur crucial, en tout cas pour nous, qui constitue un réel enjeu. Et donc ce partenariat aussi nous permet de mieux appréhender cette donnée pour justement pouvoir se positionner sur ces différents points qu'on évoque ici. On a les enjeux aussi du programme Odyssée. Le programme Odyssée, c'est un petit peu ce programme de transformation qu'on opère au sein de Geodis, qui est une ambition aussi 2023 de Geodis, qui permet justement de se positionner un peu plus fort, de devenir peut-être le leader mondial, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrents aussi qui font partie de ce secteur. Comme on le disait, on intervient dans un environnement qui est complexe et changeant. La volonté aussi, c'est de pouvoir justement visualiser cette donnée, pouvoir être conduit aussi par cette donnée, pouvoir la contrôler ou l'appréhender et puis aussi la lire de la bonne manière. Un sujet aussi qui a été nouveau pour nous, c'est qu'on avait besoin énormément d'accompagnement, hein, comme le disait Sophie, sur cette maîtrise des aspects data, puisque c'est vrai que c'est un réel enjeu, comme on le disait aussi. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on a mis en place ce programme, l'idée c'est qu'on voulait aussi avoir des résultats rapides. Le business demandait aussi à être rassuré, parce qu'on opérait vraiment des grosses transformations. Comme on le disait, et comme le disait aussi très bien Sophie, et comme vous avez pu le voir, on est implanté partout dans le monde. Là, on ne rassure pas 10 personnes, on doit rassurer des lobes et regions partout dans le monde. Donc les gens doivent se sentir impliqués. Les gens doivent voir aussi que ça marche et que ça va impacter leur sujet. Ou en tout cas les aider à mieux travailler au quotidien et visualiser des opportunités aussi également. Et puis, c'est un petit peu tout ce qui se met en place, c'est qu'on doit préparer la suite pour justement visualiser comment on avance. Petit à petit, une fois qu'on a traité potentiellement certains sujets, c'est de voir comment on peut aussi étendre ce qu'on a vu comme principe sur ce cadre précis là, des enjeux par rapport au programme Odyssée, mais de voir comment on peut aussi les répercuter sur d'autres projets à une plus petite échelle ou plus grande échelle, mais en tout cas qu'on puisse avoir les aspects de maîtrise via ce programme-là pour pouvoir les répercuter sur les autres. Et enfin, les objectifs du MAB. Quand on parle de MAB, on parle de Management Accounting Blueprint. C'est un peu une centralisation en fait, de toutes les données dans un seul et même rapport. Qu'on n'ait pas à attendre énormément de temps avant d'avoir un rapport qui vient de l'autre bout du monde et qu'on ne comprenne pas comment est constituée la donnée. Là, c'est l'idée de pouvoir centraliser certains sujets
Et donc les objectifs, c'est tout simplement d'améliorer la performance. Si on a un accès rapide à la donnée, on est peut-être en meilleure capacité de réaction, de réactivité. Donc ça, c'est hyper important pour nous. De créer et de finaliser les fondations data. Donc c'est pouvoir aussi se reposer sur une architecture simple mais comprise et qui est immuable, qui ne bouge pas, qui est bien comprise par tout le monde et qui vraiment constitue un socle aussi de nos différents sujets qu'on va pouvoir mettre en place. De renforcer et optimiser les activités de reporting, c'est un peu ce qu'on disait, de pouvoir centraliser au mieux, que je me trouve, je ne sais pas, en Chine ou je me trouve au Brésil, que j'ai la possibilité avec un outil commun de visualiser ce qui se passe pour moi, sans avoir à centraliser des milliards d'informations. Et puis d'initier donc les roadmaps, un peu à l'image de ce qu'on disait, hein, pour justement préparer la suite et de converger vers un unique ERP, parce qu'aujourd'hui on a énormément de ERP, bien évidemment, parce qu'on a des données, je ne sais pas si vous connaissez un peu le milieu de la logistique, mais on a des KPI pour tout, hein, les entreposages, les camions, le taux de remplissage, enfin, c'est juste énorme. Et donc l'idée c'est de pouvoir vraiment centraliser où est-ce qu'on va pouvoir retrouver toutes ces données et pouvoir utiliser un seul et unique ERP qui va pouvoir alimenter toutes les envies ou tous les prochains projets qui pourront tout simplement être au cœur de Geodis. Pour justement faire le lien avec l'ensemble des données qui est à disposition, là ça vous donne vraiment une première overview de toutes les sources et tous les ERP notamment qu'on avait à gérer. ERP étant à chaque fois spécifique pour soit une hub, soit un pays, soit les deux. Parfois on a eu des petites spécificités. Et là c'était de se dire voilà, on a une pluralité de données, on va déjà commencer par une première étape, ça va être de les ingérer. Donc on a flagué ces données, on les a catégorisées, on a créé ce qu'on appelle des dictionnaires de données associés à chacun des flux qui étaient essentiels, on va dire pour Geodis, et notamment pour, on parlait tout à l'heure, le premier KPI qui était important pour Geodis, qui était le profit and loss. On s'est vraiment concentré sur celui-ci. Au début, les métiers, ils avaient énormément d'idées, ils en ont encore beaucoup. Et on s'est dit, voilà, on va déjà prendre le projet par un premier bout, en accord bien évidemment avec Geodis, qui était le pied. On va se focaliser là-dessus, on va déjà essayer de récupérer la donnée pour celui-ci et commencer à la modéliser. L'objectif étant à la fin qu'on ait un langage commun. Parce que je vous laisse imaginer, chaque donnée est typée différemment, tout le monde n'a pas forcément les mêmes typages, donc déjà préparer une base propre et solide, et ensuite commencer à l'explorer. Donc c'est là où le MAB nous a permis de poser au moins toutes les fondations de data au projet, d'éprouver tout ce qui était d'un point de vue organisation, donc quels sont les rôles et responsabilités qu'on souhaite donner aux personnes. On va avoir des représentants dans chacune des lobes qui vont être responsables de leurs données concernant un ERP, qui va valider l'accès ou non à telle ou telle donnée. Après, industrialiser tout ce qui va être modèle de delivery. On fera un focus tout à l'heure, mais on a mis en place au fur et à mesure du projet ce qu'on appelle des releases, pour avoir une incrémentation progressive du produit, et notamment de ce premier indicateur qui est le Profit and Loss, qu'on a implémenté au fur et à mesure au niveau des lobes. La data gouvernance, donc on en parlait tout à l'heure, voilà, qui sont les responsables au niveau des lobes et régions, les règles de gouvernance, on a préparé la donnée, et on a éprouvé toute la partie architecture et outillage. Donc la plateforme, l'utilisation de la plateforme, les différents environnements qu'on souhaitait mettre en place, de l'environnement de développement à l'environnement de production, quelles étaient les couches intermédiaires. Vis-à-vis de ça, donc, une fois qu'on a réussi à récolter des données, on s'est dit très bien, on va devoir calculer notre premier KPI, et on avait l'intime conviction qu'on ne voulait pas partir et démarrer un cycle en V. C'était partagé avec toute la partie IT Geodis, mais on faisait face à on va dire une conduite du changement qui allait être assez intense, puisque tous les projets étaient originellement menés, on va dire, en cycle en V. Donc là-dessus, on s'est dit, ok, comment on présente, on va dire, les différents avantages. On est reparti, là, on a fait différentes sessions d'acculturation au démarrage du projet. On avait un besoin mouvant, on avait besoin d'avoir des résultats assez rapides. Donc on a vraiment présenté l'agilité, ses liens, avec notamment un focus d'abord sur le framework Scrum. On n'a pas voulu aller trop loin pour l'instant, on voulait déjà commencer avec le framework Scrum. Suite à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place l'agilité déjà au niveau des équipes de développement. Ce qu'il faut savoir sur le projet MAB, c'est qu'on a des équipes à la fois internes Geodis, plus d'autres partenaires, d'autres sociétés de services, notamment Wavestone, Gemini et Soprasteria qui travaillent ensemble. Donc on a vraiment différentes équipes à tous les niveaux de la chaîne. Tout à l'heure, je vous présentais le schéma. Au niveau de la capture, c'est une équipe, gestion sont une autre, les traitements sont une autre, etc. Donc comment on fait travailler tout le monde ensemble?
Donc ce qu'on s'est dit, on va déjà commencer nous à notre niveau, côté centre de compétences Data Sopra. On connaît l'agilité, on met en place avec nos équipes de développement. Donc on a démarré, on a dit, ok, nos équipes de développement soit en agilité, soit en scrum. Ensuite, au fur et à mesure, ça a permis d'initier des briefs d'agilité et de donner des exemples concrets sur ce qu'était l'agilité au niveau du métier. Et ensuite, on s'est dit, voilà, comment la mettre en œuvre à tous les niveaux. Et ça, au fur et à mesure. Je vais laisser. C'est ça. Donc là, on présente vraiment rapidement, mais ça a pris bien évidemment énormément de temps. Vous pouvez le penser. Comme on le disait, il y a des pays partout dans le monde, donc il faut aussi faire comprendre aux uns aux autres une nouvelle façon de travailler. On parle d'agilité, un peu de ce qui était présenté aussi tout à l'heure, c'est que l'agilité, c'est pas juste de dire allez, on est agile, parce que souvent agile, ça veut tout et rien dire, et on peut après se laisser penser que vous êtes agile, donc vous pouvez réagir et faire ci et faire ça. Donc l'idée, c'était de bien pouvoir aussi présenter la meilleure approche pour justement faire en sorte de répondre rapidement aux différents besoins. Donc le premier sujet, c'était de gérer ce que l'on appelle des changes. Donc ce qui va apporter, on va dire, de la valeur ou des évolutions, ce qu'on considère comme étant des évolutions. Le principal défi, c'était de pouvoir centraliser, on va dire, le canal de communication. C'est-à-dire comment on capte ces besoins. Parce qu'il y a les besoins d'un tel qui sont rapportés par un autre, qui peuvent être déformés. On n'a plus la source, on va dire, originelle, et là on peut se retrouver dans un peu ce que vous présentiez tout à l'heure, c'est de se dire, on arrive après avec la présentation de quelque chose qui ne correspond plus vraiment aux besoins initial. Et là, on est parti pour des nouveaux cycles et donc potentiellement aussi un manque de confiance aussi des différents utilisateurs en disant en fait la méthode ne marche pas forcément bien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a centralisé justement par le biais aussi de présence, par le biais de présentation, par le biais de pouvoir aussi présenter ce que va apporter le MAP. Donc il y a eu tout un travail un peu d'évangélisation, de montrer ce qu'on va faire. Vous voyez un petit peu comment on souhaite mettre en place les choses. Et là, on a réussi justement à centraliser tous ces besoins. Mais une fois qu'on a centralisé les différents besoins, il fallait rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse comprendre aux différentes personnes qui remontent les besoins, est-ce que c'est vraiment de l'évolution? Est-ce que c'est juste de la correction? Est-ce que c'est des anomalies? Et donc il fallait aussi après avoir du discernement pour dire en fait dans quel cas je mets tel ou tel besoin que vous considérez comme un besoin. Est-ce que c'est un besoin en termes de développement? Est-ce que c'est juste un besoin en termes de bonne pratique? Est-ce que c'est un besoin en termes d'utilisation? Donc là c'est vraiment de visualiser un petit peu ces aspects-là. Une fois qu'on a justement mis en place tout ça, on a pu cibler donc par l'accompagnement un peu de ce qu'on disait, de bien on va dire segmenter ces sujets par des cas précis, et puis d'avoir aussi une équipe qui peut répondre à ces besoins. Parce que derrière on nous dit ok je vous remonte un besoin mais il faut visualiser comment on le met en place. Et donc on a des grandes étapes qui est celle de pouvoir designer, développer, tester et livrer les différents sujets. Et ça implique une coordination avec le business et l'IT aussi, forcément. Ensuite on a mis ce qu'on appelle des releases. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait ces notions de change, il fallait savoir quand est-ce qu'on les mettait à disposition. Et donc ces releases, on les a appelés des releases, on part sur un principe de release mensuel. C'était pas forcément le cas au début, mais là on a justement, c'est cette montée en compétence aussi et cette implication des différents acteurs qui nous permettent, c'est un peu à l'image des équivalences sprint, on va dire, et donc mensuellement on peut livrer justement des changes ou des évolutions qui sont attendues. Et donc comme ça on capte toujours un peu le besoin des différents utilisateurs en disant oh, c'est super, je vais avoir cette fonctionnalité qui va arriver, et donc il y a toujours cet engouement. On se dit pas on se voit dans 8 mois et puis on verra, et puis derrière les gens peuvent passer à autre chose, des projets qui peuvent prendre du temps aussi pour les uns et les autres. Il y a des communications aussi qui sont faites aux différentes labs et regions, où on a justement des référents sur lesquels on va les faire participer, on les rentre vraiment dans cette implication pour après qu'il y ait ce partage aussi d'informations au niveau des équipes régionales. Et puis, il y a le crantage, c'est un principe assez simple, je ne sais pas si ça peut être vu comme une nouvelle méthode, mais on a un crantage d'activités récurrentes qui est de manière mensuelle, où on a 2 semaines de développement, 2 semaines de test et 2 jours de mise en prod. Enfin, on appelle la méthode 2-2-2 si on veut, c'est sympa. Mais en tout cas, les gens se retrouvent vraiment dans ce mode de fonctionnement. Il n'y a pas un jour où il y a 3 semaines ou 4 semaines de développement, au final on ne sait pas trop. Voilà, le train il est là, un peu à l'image de faire un peu le lien avec la logistique, le train il est là, il part. Si on a les besoins qui sont clairs et définis, ils suivent ce process. S'ils ne suivent pas ce process, ils seront après visualisés à la release suivante. Et enfin, une fois qu'on a ce change et qu'on a mis en place, on va dire, ce cadrage en termes de mise à disposition, il faut centraliser. Et donc on a fait d'une instance, on a mis en place une nouvelle instance qui est le change board, qui permet justement en utilisant Jira, puisque Jira c'est un peu notre allié aussi sur cet aspect-là, c'est de pouvoir justement, avec un backlog, prioriser ce qui est mature
de le mettre dans un petit SaaS, ce qu'on appelle du to be defined, et une fois que c'est OK, on peut le livrer, on va dire, ou le cranter dans des releases, et là, on sait clairement que ça va être livré à la fin du mois, ou le mois prochain, ou ainsi de suite. Et donc cette instance, elle est devenue un peu incontournable, et aujourd'hui, on a des demandes, clairement, en direct, pour justement présenter le sujet, présenter le besoin, ou l'inscrire à minima. Et ça, c'est une instance hebdomadaire où justement on suit un peu chaque étape pour justement visualiser que tout se passe bien et qu'on est en capacité de livrer ce qu'on avait initialement prévu. Donc, tout ça, c'est, on va dire, c'est les prémices, c'est tout ce qui va aider à cadrer, ce qui va permettre aussi d'alimenter et gérer le backlog produit. On n'a volontairement pas fait de focus là-dessus, puisque là, c'est vraiment propre. On a décidé avec Geodis de mettre en place un système où, à partir du change board, il y a un relais avec des équipes de PPO qui viennent, eux, on va dire, rédiger, écrire les user stories, et ça rentre ensuite dans un autre cycle de développement. Et là, ce qu'on voulait vraiment vous mettre en lumière, c'était l'importance qu'a eu le Data Lab au niveau de notre projet, puisque dès le début du projet, on a fait face à certaines réticences au niveau de ce cycle itératif. Bien souvent, les caricatures près, le business nous disait, voilà, voici la règle. On l'a testée, elle n'était pas bonne, voici la règle. Et le Data Lab a permis d'avoir, c'est une plateforme qui vous permet, on va dire, de tester sur des données et de faire des sortes de prototypes. On parlait tout à l'heure avec l'UX de prototypes, là c'est des prototypes data où on met concrètement en place sur un jeu de données, par exemple sur un mois, la règle. Et là, le métier petit à petit s'est dit, ah oui c'est vrai, on n'avait pas forcément vu la spécificité de la LOB qui concerne l'Italie. Ah ok, on va peut-être revoir. Et là, avec ce prototype, on peut aller discuter avec le métier et avec la LOB en question. Et ça, en fait, ça a amené une forme, on va dire, d'esprit itératif au sein des métiers et ça a permis de les embarquer. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas eu ce data lab, on aurait encore plus de difficultés à embarquer les différentes équipes. Donc là, je vous réexplique rapidement les prérequis. Donc on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas forcément revenir, mais là, voilà, l'idée vraiment importante, ça a été que le data lab a vraiment été vecteur d'agilité, puisque ça a amené cette démarche itérative. On définit, on teste, on reteste, on redéfinit, etc. Et une fois que c'est validé, que tout le monde sent bloqué sur ce petit jeu de données, alors on l'implémente sur un gros volume de données. Et là, on reteste. Et ça a permis vraiment de prendre de la hauteur sur ces règles de gestion, identifier les spécificités qui n'avaient pas forcément été vues auparavant, faciliter les échanges, parce que là, tout le monde parle le même langage. On parlait PNL, on parlait sur une lobe précise, au travers d'un écran Power BI pour faciliter la compréhension, et tout le monde avait le même discours autour de la table. Et ça a vraiment été important. Et ça permet aussi d'accélérer la validation des règles de gestion, puisque côté business, ils avaient quelque chose de concret à lui montrer et à lui faire valider. Ça a été une démarche adaptative, parce qu'aujourd'hui, le Data Lab, c'est une plateforme, il faut voir ça un peu comme un bac à sable, où on peut faire et défaire assez rapidement. On n'est pas encore sur un process Indus performant, là on est vraiment sur un bac à sable qui permet d'éprouver. Possibilité donc de faire et de défaire et de tester aussi la faisabilité d'un besoin. Parfois on a une idée en tête, on ne sait pas si c'est faisable, on le tente, on se rend vite compte que c'est pas forcément ce qui aura le plus de valeur, donc on le retire du véhicule. Et du coup, pour conclure, ça a vraiment été une démarche fédératrice auprès des métiers, puisque voilà, il y avait une instance qui était une instance qu'on a appelée chez Geodis pré-check, un moment où tout le monde était autour de la table et on testait. Les rapports Power BI étaient livrés une semaine, 2 semaines à l'avance, testés par les métiers, avec cette instance, tout le monde passait en revue, et c'était tout bon. Donc ça a permis d'embarquer tout le monde et faciliter la compréhension des enjeux du projet, mais aussi des spécificités data, puisque voilà, un problème de typage, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à comprendre au début, mais au travers du Power BI, ça facilite aussi la compréhension à tous les niveaux de la chaîne. Donc là, par exemple, au niveau du parcours, pour vous résumer ce qu'on a pu dire avec Carlos, donc on arrive aujourd'hui sur le process qui est défini avec une idée de KPI. Typiquement, je veux la dernière version reçue de mes documents comptables, d'une facture par exemple. Le business arrive aujourd'hui avec cette idée lors du change board, donc le propose à l'assemblée. Lors de ce change board, on a la description de ce qu'il faut réaliser, on définit une release d'implémentation avec une première proposition de règle de gestion. On arrive ensuite dans la partie test et exploration de cette règle. On sait qu'on a telle release en cible, on va tester, éprouver pour fixer et confirmer ensuite qu'on souhaite que cette fonctionnalité soit bien embarquée dans la release. Parfois on a besoin de plus de temps.
On va ensuite déployer ce KPI avec une première version disponible aux utilisateurs, et on a aussi un autre process qui rentre en jeu qu'on appelle sparkerisation, où là on va mettre sur une phase un peu plus parallèle la recherche de la performance, donc avec des traitements sur des règles où on est sûr, on va les sparkeriser, donc utiliser un autre outil que l'exploration et que le data lab pour avoir quelque chose de performant qui rentre dans une logique totalement industrielle du projet. Sur ces différentes phases, en termes de délai. Là-dessus, c'est ce qu'on disait. Souvent, l'idée arrive peut-être actuellement, en tout cas, 1 ou 2 mois à l'avance, ou a déjà été définie sur la phase d'avant. Le change board, il est chaque semaine, donc ce qu'on disait. Et ensuite, les tests, souvent, j'ai envie de dire 2 semaines, 2 grosses semaines. Par contre, si discussion sur la règle, alors on repart sur un cycle de 2 semaines. D'accord, mais la sparkerisation? La sparkerisation, il faut voir ça, en fait, aujourd'hui, on a un outil qui est le Data Lab, qui ne peut pas forcément, on va dire, tourner de manière automatique, orchestrée. Donc la base sparkerisation, c'est l'étape où les équipes de développement pur, parce qu'on va dire que la partie exploration est faite par un data analyst aujourd'hui. C'est un élément qu'on aurait dû préciser au début, qui va faciliter la compréhension, est faite par un data analyst, et la sparkerisation, c'est vraiment les équipes de développement, utilisant la technologie Spark, qui arrive en parallèle. Une fois que l'exploration est validée par le data analyst, on est OK, c'est figé, la règle semble bonne, on rentre dans une autre phase, parce que là on va rechercher de la performance. Au niveau de la conclusion, on est dans le timing. Je ne sais pas si tu veux avoir un mot de la fin. Oui, bah après, très honnêtement, nous, en tout cas, du point de vue Géodis, ça a été bénéfique pour nous, aussi pour apporter du cadrage, pour apporter une façon d'expliquer aussi comment on pouvait mettre en place les choses, comment rassurer aussi les différents utilisateurs, comment impliquer à l'image de tout ce qu'on a présenté. Cette collaboration, ce partenariat, il est important pour nous au quotidien parce que aujourd'hui, les différentes lab et regions reconnaissent, on va dire, les différents acteurs comme des vrais experts. Donc il y a plus, limite, des fois peut-être on sursollicite un peu trop aussi certains acteurs, donc ça aussi c'est un aspect qu'il faut prendre en considération, parce qu'il ne faut pas basculer aussi les responsabilités de chacun, notamment pour les designs, où on s'appuie beaucoup aussi sur nos experts. Mais en tout cas, ce qui nous a permis, on va dire, ce qui a pu nous faire avancer, on va dire, au sein de Géodis et au sein de comment on peut travailler tous ensemble, c'est vraiment l'expertise aussi qui nous a été apportée et ce cadrage, ce mode de fonctionnement. Avec justement ces bacs à sable où on peut rassurer les gens petit à petit, on n'est plus dans cet effet tunnel qu'on avait, où on se dit bon bah on livre et puis on verra par la suite ce qui se passe, nous c'est bon, vous verrez par la suite. Là on a ce moyen en fait d'implication, on va dire, des différentes lab et regions, des différents acteurs du quotidien pour cette solution. Et ça c'est vraiment très important de pouvoir aussi compter sur Sopra. Et puis d'une certaine manière, bah, on arrive aussi à mettre en place cette agilité, on arrive à insuffler que l'agilité c'est pas juste on va dire de pouvoir être réactif quand on veut. Il y a aussi une grosse structure qu'il faut avoir en anticipation en tête. Et donc ça c'est très important. Et ça a permis justement de mettre énormément de sujets en avant. On a réussi à livrer aussi énormément de choses. Et peut-être un point qu'on n'a pas précisé ici, mais en gros pour vous donner un peu un ordre d'idée, depuis décembre, il n'y a pas une release mensuelle qu'on a ratée sur à peu près 30 changes mensuels. Donc voilà. Faites le compte, on arrive à pas mal de livraisons, on a livré quasiment en 6 mois, beaucoup plus que ce qu'on a pu livrer en 2 ans. Donc c'est vraiment une belle performance et c'est justement ce qui permet aussi de garder les gens impliqués sur le projet et de pouvoir les rassurer au quotidien aussi sur la solution mise en place. Est-ce que vous avez des questions potentiellement? Quelqu'un considère que c'était très clair. Les data analysts, enfin toute la population, c'est uniquement des gens de chez Sopra ou du coup, côté Géodis, vous avez formé des internes qui existaient, recruté ces nouveaux profils Alors, aujourd'hui, on s'est beaucoup reposé aussi au tout début sur Sopra, mais ça tend aussi à former, puisqu'il y a cette passation qui doit être faite, bien évidemment. On est dans le cadre d'un partenariat, et donc Sopra aussi sera impliqué sur d'autres projets, donc il faut aussi qu'on apprenne à se lâcher la main d'une certaine manière, sans forcément tout casser, mais il faut qu'on apprenne aussi à former les gens, à rentrer aussi dans la maîtrise de ces sujets-là qui seront laissés, en tout cas sur certains aspects, parce qu'on a pas mal de sujets qui sont identités, qui sont live.
par rapport à certaines fonctionnalités. Donc il y a toujours ce passage, ce move to run, on va dire, qui se fait dans son ensemble. Et donc en effet, il y a cette volonté aussi de pouvoir, au sein de Geodis, former, mais recruter aussi des personnes qui sont en capacité de maîtriser, en tout cas, ces aspects. Et là-dessus, il y a même des sessions de formation qui ont été mises en place justement par nos équipes au niveau de certaines lobes qui voulaient rester autonomes pour les aider à mieux appréhender les différentes technologies. Et ensuite, maintenant, il y a des points réguliers chaque semaine où ils peuvent poser les questions directement à nos développeurs qui les aident et qui leur permettent aussi de monter en compétences. Les besoins que vous recevez à l'entrée là, au niveau du board, là, comment vous les priorisez? Parce que c'est des besoins qui sont pour différentes populations d'utilisateurs ou différents métiers. Comment vous faites pour arbitrer? Alors, on a un aspect qui est très important chez nous, c'est aussi l'aspect planning, puisqu'on ne fait pas aussi de livraison en fonction aussi des passages de ce qui a été cranté. Donc on a un planning, et l'idée c'est de pouvoir en fait visualiser ces besoins en amont pour pouvoir faire correspondre à ces dates de livraison. Donc ces besoins, ils sont liés aussi à cet aspect planning. Mais bien évidemment, il y a des besoins qui peuvent être liés à un besoin d'utilisation assez rapide parce qu'au final, on n'avait peut-être pas pensé, vous n'avez peut-être pas tout vu, on va dire, dans l'ensemble d'utilisation. Donc cette priorisation, elle va se faire aussi en fonction de qui est prioritaire par rapport aussi à ces aspects de livraison. Donc ça, on le met en place. Alors, c'était assez difficile au début parce que, bien évidemment, vous pouvez le penser, il y a plusieurs lobes et regions, tout le monde lève la main en même temps. Il faut aussi, sans frustrer les uns et les autres, de dire ce besoin est peut-être moins prioritaire que celui de ton voisin ou ainsi de suite. Donc l'idée c'est que on a aussi en parallèle de tout ça, puisque ça ne se fait pas tout seul, mais mis en place aussi une logique planning en fonction aussi de la maturité des uns et des autres, en fonction aussi des différents besoins, parce qu'il y a certaines régions qui ont peut-être des besoins beaucoup plus poussés que d'autres. Il y a aussi ce changement qui doit s'opérer, parce qu'il y a aussi le fait de leur faire prendre conscience de ce que ça peut impliquer aussi pour eux. Il faut comprendre, des fois il y avait des régions qui étaient aussi en autonomie, donc les ramener aussi, ça fait partie aussi du changement. Mais en effet, majoritairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on partage en fait un planning global sur lequel on a justement amené toutes les lobes et regions à travailler en fonction de leur disponibilité aussi des différents utilisateurs, parce qu'il y a tout un tas d'aspects aussi qu'on doit prendre en compte. Avoir un besoin, si personne n'est en capacité de le valider ou de le tester, ça ne servira à rien. Donc on regarde aussi les personnes en fonction de leur maturité, leur disponibilité, et aussi des aspects planning ou des enjeux planning, en tout cas pour le groupe aussi au niveau global. Donc on fait cette liaison avec ces différents aspects. Il y a aussi différents PO aussi qui ont été nommés en fonction des sujets, qui aident aussi à cette priorisation. Notamment, côté Geodis, on a le sujet des indicateurs qui sont financiers et ceux qui sont plutôt opérationnels. Donc, liés par exemple à des camions qui peuvent circuler, ce type d'informations qu'on doit récupérer. Voilà, il y a aussi les product owners qui se mettent en place, qui n'ont pas exactement ce nom-là, mais qui se mettent en place au fur et à mesure, qui permettent aussi de prioriser et d'aider à cette priorisation. J'ai une question sur un peu la prise en... Enfin, vous êtes sur la partie data-centric et ce que je me posais comme question, c'est est-ce que par rapport au RSE, est-ce que en fait excusez-moi, la duplication de données, est-ce que c'est non-duplication de données, est-ce que c'est une exigence que vous avez pris en compte pour quelque part essayer de limiter un petit peu les échanges, ou est-ce que c'est des choses que vous commencez à mettre en œuvre chez vous? C'est clair. Je ne saurais pas réellement répondre à cette question pour être honnête. Donc malheureusement je pourrais pas apporter plus de visibilité sur ça, mais c'est un point intéressant en tout cas qu'il faudrait avoir en tête. Mais en l'état malheureusement je ne saurais pas donner de réponse. C'est pas grave, ça donnera lieu à discussion. Exactement. Je vais continuer. C'est pareil un petit peu sur toute votre chaîne de delivery que là, vous avez montré. C'est vrai que ça me fait penser à la partie DevOps quand on met en place justement les value stream mapping. Et je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, ou si j'ai pas été attentif, excusez-moi. Mais est-ce que vous avez pu mesurer justement les différents gains entre l'avant, l'après, et
Et aujourd'hui, est-ce que vous faites toujours cette démarche justement de savoir quels sont les freins sur une étape, toujours dans le... Parce qu'on est en agile et le but c'est quand même de toujours s'améliorer. Bien sûr. Si- Alors on le fait généralement quotidiennement, même avec les différentes équipes. Alors quotidiennement, je ne vais pas non plus aller trop dans l'extrême, mais en tout cas tous les mois on met en place des REX justement pour visualiser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Il faut comprendre que aussi transformer Géodis à l'agilité, c'était pas forcément simple, parce que comme on le disait, voilà, il y a énormément de personnes aussi dans le monde, on ne travaille pas vraiment en silo, il faut garder aussi une proximité avec les uns et les autres. Donc cette démarche aujourd'hui on la met en place. On identifie en effet des freins, on propose et on est toujours constamment dans la proposition. Sopra aussi nous aide pour aussi cadrer certaines choses. Mais en effet, il y a tout cet aspect où depuis mars, on met des REX en fait, avec les différents clubs étudiants pour voir ce qui s'est mal passé. Est-ce que les besoins ont bien été définis aussi en amont pour éviter aussi certains retravails? Est-ce qu'au niveau des utilisateurs, au niveau des tests, les incidents qui peuvent être remontés, entre guillemets, qu'on appelle des incidents lors des phases du AT, est-ce que ce sont vraiment des incidents? Est-ce que c'est pas juste de l'appropriation à l'outil qui est peut-être pas encore bien comprise ou bien assimilée? Et donc ça permet nous de gagner en réactivité, ça permet nous aussi de mieux cibler certains sujets et pas monopoliser toute une équipe justement pour résoudre tel ou tel sujet qui n'ont pas vocation à alerter toutes les équipes mais plutôt cibler une équipe précise. Donc en effet on est dans cette démarche, c'est pas forcément aujourd'hui finalisé à 100%, faut être clair, parce que ça demande énormément d'implication des acteurs. Mais en effet, il y a cette logique aussi de retour sur expérience avec les différentes personnes ou implications pour visualiser à quel moment on a pu pêcher, à quel moment on aurait pu gagner peut-être un peu plus de temps. Et donc ces erreurs, elles tendent, on va dire, à moins être récurrentes. On va dire, on les voit de moins en moins souvent, mais il y a toujours, on va dire, des effets de bord qu'il faut essayer de limiter par des bonnes pratiques. Mais c'est pris en compte en effet. Allez, dernière question. Là, on a parlé beaucoup de la data, de KPI, de ce que vous sortez, qui est mis à disposition aussi via les applis, j'ai entendu. Derrière, quelle est l'utilisation? Vous optimisez vos plans de transport? C'est ça. Ouais. Ouais. Uniquement ça? Alors, pas ça, on optimise la présence sur le marché, on optimise aussi la présence, les tournées, on optimise les différents profits sur certains aspects ou sur certains produits. Donc il y a aussi la possibilité de visualiser quasiment en temps réel ce qu'on peut, là où potentiellement on peut perdre de l'argent, là où on serait susceptible d'en gagner ou d'en gagner plus, de visualiser comment on peut aussi économiser en effet certaines tournées, faire tourner peut-être des camions à vide, c'est pas forcément rentable aussi pour qui que ce soit. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir trouver la meilleure façon de cibler une activité, de cibler un marché, de mieux on va dire opérer une gestion globale au niveau des métiers et des services au sein de Géodis. Justement, quand vous parlez d'optimisation du camion, je ne connais pas Géodis, mais j'imagine que vous n'imposez pas de format particulier à vos clients. Oui, non, et... Pas forcément. Pas forcément. Après, honnêtement, après rentrer dans le métier en lui-même, je ne saurais pas vous donner plus de détails. Mais je pense pas qu'il y a de format particulier. C'est vraiment en fonction des besoins, de ce qui doit être livré ou du volume. Je pense que ça doit s'opérer aussi de cette manière-là. Et typiquement aujourd'hui au niveau du projet MAB, il y a vraiment à la fin on va dire un outil qui mesure la performance de l'entreprise et qui indique on va dire la rentabilité en fonction de toutes les logs et aussi les sources de coûts. Et ça on va dire c'est l'étape d'après, c'est rentrer dans le détail au niveau des sources de coûts en fonction des logs. Est-ce que c'est des coûts liés aux infrastructures, est-ce que c'est lié à des coûts liés aux ressources, etc. Et c'est rentré là, on est en train d'amener, on va dire, d'intégrer d'autres données au calcul pour aller, on va dire, finement, comme en compta analytique, on va dire, sur les différentes sources de coûts. C'est ça. Et donc c'est tout l'enjeu des nouveaux KPI, c'est un peu la nouvelle étape de pouvoir intégrer donc, voilà, tous ces petits détails très précis qui permettra peut-être de faire évoluer la présence ou les offres de services. Et souvent quand on parle data, on parle IA. Oui. Vous allez remettre en place, vous en avez déjà en place, l'étape d'après, Pour l'instant, non, on n'en a pas évoqué on va dire les sujets. C'est des idées qui sont en cours, il n'y a rien de concret qui a été implémenté, il y a des plateformes qui sont en train d'être testées. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de projet concret d'un point de vue. Pas de projet à part entière. Et aujourd'hui, avec tout ce que vous avez fait, vous avez été capable de prendre des vraies décisions stratégiques Oui. qui
très significatif pour Geodis. Ah oui, oui, clairement, clairement. Bah, le fait de pouvoir mettre certains périmètres live, ça a été des enjeux énormes pour nous, en tout cas vis-à-vis de certains reporting. On a réussi à performer aussi cette année, justement par le biais de ces priorisations, de pouvoir finaliser ce qu'on appelle des business reviews chez nous qui sont très importantes et qui ont permis justement de montrer comment on peut utiliser en fait le MAB, quoi sert le MAB à la direction, et de pouvoir en fait donner des indicateurs, alors qui sont encore à étoffer bien évidemment, mais de pouvoir concrétiser réellement dans une instance qui prenait peut-être énormément de temps en amont pour centraliser les données, des données qui n'étaient pas forcément très claires ou sur lesquelles il y avait des challenges très importants, d'avoir quelque chose de très clair à 4 heures ou 5 heures d'intervalle, et de dire voilà, les données sont fraîches de ce jour, vous avez toutes les données, vous avez la possibilité de challenger parce que là on a solutionné, on a centralisé toutes les données des différents ERP, il n'y a pas de triche. Donc il n'y a pas de je pense que et à revérifier, au final c'est des sujets qui prennent en longueur. Là on a la possibilité de visualiser aussi concrètement des rapports, mais aussi de rentrer dans le détail de ces chiffres dans les outils pour justement comprendre le détail de ces données. Donc ça a été une vraie réussite au mois de mars pour nous et qui permet justement aux uns et aux autres de suivre. Juste après on a eu des entités qui ont été rassurées aussi d'une certaine manière parce qu'ils attendaient un petit peu à savoir qui était le premier qui allait partir pour justement faire cet exercice périlleux et qui pouvait susciter aussi beaucoup d'inquiétudes. Et puis une fois qu'on a vu que ça s'était bien passé et qu'on a pu démontrer aussi qu'on pouvait être très factuel, bah derrière les gens se sont dit ok. Et puis le mois d'après on a livré 2 entités, 2 grosses entités d'ailleurs. On a livré l'entreprise Road et Transport qui permet justement aussi d'être et de montrer que les gros de nos services business sont vraiment aujourd'hui en appropriation totale, on va dire, de l'outil. Donc c'est une vraie victoire. Merci. Merci beaucoup.